Commission. D'ailleurs, un nouveau débat sera suivi d'un vote également et sera d'ailleurs prochainement organisé en séance publique. Cela permettra à la représentation nationale de s'exprimer utilement après les dernières déclarations surprenantes, disons, du président de la République sur la perspective d'un envoi de soldats français en Ukraine. Afin de ne pas avoir à engager ces troupes au sol, il conviendrait plutôt, nous semble-t-il, d'augmenter l'aide à l'Ukraine, de livrer aux Ukrainiens rapidement ce qui leur a été promis et consacrer davantage à l'économie de guerre en Europe, qui est finalement le seul avantage comparatif dont pourrait bénéficier l'Ukraine face aux géants russes et le risque de désengagement des États-Unis à terme. Ma question portera sur un avantage comparatif interne, celui des munitions et des moyens. Certains commentaires parlent d'un rapport de 1 à 2, voire encore plus défavorable en termes de nombre d'obus tirés quotidiennement par les belligérants. Or, les Européens et les Américains sont certes en retard sur leurs promesses de livraison, mais les sanctions internationales devraient finir par limiter la production russe. D'ailleurs, pourquoi n'est-ce pas le cas? Vous avez commencé à y répondre. Comment empêcher que des États ou des entreprises ne contournent l'embargo contre les exportations d'armes et de technologies militaires vers la Russie? Et nous trouvons également la Chine bien taisante en ce moment. L'est-elle réellement? Merci. Merci, Monsieur David. Merci beaucoup. C'est le général peut-être qui répond, puis vous direz un mot, Monsieur Gros. Oui. Merci, Monsieur le député, de votre question. Je vais commencer par la Chine. La Chine, bien évidemment, est très présente et soutient largement. Est-ce qu'elle contourne les sanctions? Bien évidemment, c'est-à-dire qu'elle donne un certain nombre de process qui aident la Russie. C'est-à-dire qu'évidemment, on a parlé du sud global, mais il y a également le nord global qui finalement est assez réduit. Quand on regarde l'Europe et les États-Unis, il n'y a pas beaucoup d'autres pays en fait qui sont contre, qui se positionnent contre la Russie. Donc pour la Russie, finalement, certes, l'Europe et les États-Unis sont un marché incontournable en termes économiques et en termes de fabrication, mais je pense qu'ils s'alimentent largement ailleurs, sans aucune difficulté. Je crois que Tatiana Jean en a parlé tout à l'heure, ainsi que Philippe Gros. Il y a une vraie capacité, une vraie possibilité pour les Russes de s'alimenter ailleurs. Donc, en dépit des sanctions, les sanctions n'empêcheront pas les Russes de fabriquer des obus, certes de piètre qualité ou de moindre qualité, n'empêchera pas les Russes d'acheter des obus aux Nord-Coréens, même s'ils sont de piètre qualité. Que vous nous disiez ce que c'est qu'un obus de piètre qualité par rapport à un obus de bonne qualité. C'est un obus qui n'explose pas forcément lorsqu'on l'utilise. D'accord. Bon, Monsieur Gros. Alors, je vais prendre le relais de l'exemple sur les obus. Il y a un petit échantillonnage qui a été fait par 1000 blogueurs, enfin répercuté par 1000 blogueurs russes sur les obus nord-coréens. Ils ont pris 5 obus au hasard. Aucun des 5 obus, au hasard vraiment le truc, était standardisé. La qualité des poudres était différente, et même des obus parmi qui n'avaient pas de sertage, le truc qui fait tourner l'obus dans le canon, le dispositif, montrant d'ailleurs que une grosse partie de ces trucs-là sont là encore, hein, la corruption règne en maître, et donc ces obus de piètre qualité, ils ont pour effet évidemment de ne pas être précis, ils ont pour effet d'abîmer les canons, etc., etc. Bon, voilà l'exemple d'un obus de piètre qualité. Je dirais justement sur ces plans-là. Je vais donner, en m'extrayant de la question des munitions, je vais vous donner un exemple d'impact concret depuis plusieurs années, reconnu dans le secteur, dans le milieu, des sanctions sur la production russe. Les Russes n'ont pas, depuis le début de la guerre, aussi invraisemblable que ça paraisse, de composantes de renseignement optique performantes spatiales. C'est-à-dire, en gros, l'équivalent de nos Helios, l'équivalent de nos CSO, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas pourquoi? Parce que leurs satellites précédents sont hors d'état, ils sont obsolètes, et tous les programmes russes sont plantés depuis plusieurs années. Et ils sont plantés en raison de l'hyperdépendance aux technologies occidentales. Prenez le système Razdan, par exemple, c'était l'équivalent du KH-11 américain, hein, promis comme tel. Depuis des années, le truc est planté, du fait des sanctions. Donc ça, vous avez un effet direct sur la capacité. Et l'effet est central parce que c'est un effet qui va entraver considérablement la capacité de ciblage russe dans la profondeur.
Ça vous explique en partie pourquoi les Russes tirent sur des cibles fixes. Ils ne sont pas capables de tirer sur des cibles relocalisables. PC, etc., etc., etc. À la différence des Ukrainiens, massivement appuyés par le renseignement occidental. Vous voyez un exemple très important. Alors après, effectivement, dans ce domaine-là, et pour revenir sur la Chine, effectivement, si vous suivez ce qu'expliquent les spécialistes d'Intelligence Online, ils ont bien identifié quantité de cheminement d'appui chinois en matière de renseignement, d'imagerie aux Russes. Mais les Chinois eux-mêmes, il ne faut pas se leurrer, les Chinois eux-mêmes ont d'énormes défis qu'ils reconnaissent eux-mêmes, en matière de cycle de ciblage, d'exploitation de l'imagerie à temps pour faire du ciblage, etc. etc. Vous voyez, un exemple type d'effet déterminant sur une capacité opérationnelle critique des sanctions.